Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu de saison puisque les fêtes de fin d'année approchent et avec ça le stress, l'angoisse de trouver des cadeaux qui vont plaire et donc comme l'année passée j'ai décidé de vous prémâcher un petit peu le travail en vous proposant des recommandations de cadeaux de fêtes de fin d'année pour les lecteurs et pour les lectrices. Mais cette année, j'ai décidé de remanier un petit peu la vidéo et je vous laisse découvrir ça. On va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec une série de bandes dessinées que j'affectionne tout particulièrement, Lightfall, qui est écrit et dessiné par Tim Probert et publié chez Gallimard Jeunesse. Nous suivons le personnage de Béa, une jeune fille anxieuse qui vit avec son grand-père adoptif, le cochon sorcier. Un jour, alors que Béa part pour aller chercher des plantes médicinales, elle rencontre Cad, une sorte de grenouille bipède qui fait partie de l'espèce éteinte des Galduriens, et Cad cherche le cochon sorcier afin de lui faire traduire un document ancien. Sauf qu'en rentrant chez elle, Béa et Cad constatent que le sorcier a disparu et ils vont donc s'aventurer aux quatre coins d'Irpa afin de le retrouver. Je pense que Lightfall peut constituer un excellent cadeau aux lecteurs et lectrices, qu'ils aiment ou non les formats illustrés ou qu'ils soient plus ou moins jeunes. C'est une histoire qui va parler à un large spectre de personnes et c'est ça qui en fait sa force. Personnellement, je suis à jour dans la série et je dois vous dire que je trouve que chaque tome réussit l'exploit d'être meilleur que le précédent, de toujours plus approfondir ses sujets, de développer davantage ses personnages, d'ajouter du contexte et de développer le lore de cet univers. Je pense que Lightfall est l'une des rares bandes dessinées qui, je le sens, ne va pas me décevoir sur le long terme. C'est intelligent, très fin, nuancé, que ce soit sur son message sur l'anxiété, problématique qui est très bien représentée et parfaitement traitée, chose assez rare pour être soulignée. Je suis aussi très admirative de la manière dont l'auteur traite des questions environnementales, de la nécessité d'une forme de dualité et donc de nuance. Pour moi, c'est vraiment la BD parfaite à glisser sous le sapin pour des lecteurs et des lectrices qui ont soif d'aventure, de quêtes épiques, mais qui aiment aussi les personnages hauts en couleur et attachants comme peut l'être Cad ou encore le cochon sorcier. Le tout avec beaucoup de soins apportés au dessin, à l'atmosphère, aux couleurs, bref, un sans faute. Et si vous le pouvez, je vous conseille de prévoir l'achat des 3 tomes déjà parus parce que une fois qu'on a commencé, impossible de se détacher de cet univers. Ici, je vais parler aux amateurs et aux amatrices de belles étoffes, de vêtements élégants et de manière plus générale à tout ce qui touche à l'univers de la mode et de la couture avec la bande dessinée Le Prince et la Couturière de Jane Wang et publiée chez Akileos. Le Prince et la Couturière raconte l'histoire de Sébastien, prince de Belgique et personnage totalement fictif, je précise, qui est donc en vacances à Paris et ce dernier cache un secret à tout le monde. Le soir, il porte les plus belles robes de sa mère, porte une perruque et se fait appeler Lady Crystalia. Un jour, il va faire la rencontre de Frances, une couturière ayant fabriqué une robe peu conventionnelle pour une duchesse et dont le style particulier a directement tapé dans l'œil de Sébastien. Et les deux vont s'entraider, essayer de briser les codes et s'accepter tels qu'ils sont. J'ai lu cette BD dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge de cette année, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais je voulais quand même le citer dans cette vidéo parce qu'il me semble que c'est un cadeau parfait. Personnellement, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette BD, j'ai trouvé l'histoire très jolie et très douce, les graphismes sont sublimes et que dire des robes et des tenues portées par les personnages. Et en plus, comme la BD est assez épaisse, on peut y consacrer pas mal de temps de lecture et les relectures sont tout à fait possibles, que ce soit pour se replonger dans l'histoire ou juste recontempler les cases et les graphismes. Je pense que c'est le genre de livre qui peut se relire à l'infini sans jamais se lasser. Notez bien Le Prince et la Couturière de Jane Wang sur votre liste de cadeaux.
Ensuite, j'avais envie de vous proposer d'offrir un classique parmi les classiques, un incontournable et je pense mon shonen préféré, à savoir Fullmetal Alchemist, scénarisé et dessiné par Hiromu Arakawa et édité par la maison d'édition Kurokawa. Et en vous citant ce manga, je pense plus particulièrement aux éditions Perfect qui regroupent 2 ou 3 tomes il me semble et pour lesquels je trouve l'esthétique vraiment très belle. Fullmetal Alchemist raconte l'histoire de Alphonse et Edward Elric, 2 frères qui ont réalisé une transmutation humaine afin de ressusciter leur mère. Toutefois, les choses ne vont pas se passer comme prévu et Ed va y laisser un bras et une jambe, tandis qu'Alphonse, c'est son corps entier qui disparaît et seule son âme parvient à être attachée à une armure. Et afin de réparer leurs bêtises, même si à ce stade je suis pas certaine qu'on puisse appeler ça une bêtise, ils vont donc se mettre en quête de la pierre philosophale. Fullmetal Alchemist, c'est tout ce qu'on aime retrouver dans les shonen, mais en mieux. Les combats sont épiques, très dynamiques, mais vraiment lisibles et on sent qu'il y a un véritable enjeu derrière. Et petit bonus vraiment appréciable, les personnages ne crient pas au pouvoir de l'amitié toutes les 2 pages. Les personnages d'ailleurs sont terriblement attachants et on sent qu'il y a un véritable soin qui a été apporté aux personnages féminins. Winry, ok, elles sont hyper badass, elles ont du caractère, des véritables aspirations et une réelle utilité dans l'histoire. On parle quand même d'un shonen qui est sorti en 2005 et à l'époque les personnages féminins c'était plutôt compliqué. Chez ses contemporains comme Fairy Tail ou Naruto, je trouve qu'on n'a qu'un seul personnage vraiment intéressant qu'on définit par son physique caricatural ou par son rôle de jeune demoiselle en détresse. L'histoire de Fullmetal Alchemist est très bien ficelée, surprenante et prenante, émotionnellement parlant. La mangaka n'a pas peur d'aller sur des sujets compliqués comme la guerre, le génocide, le deuil et de traiter tout ça avec beaucoup de subtilité et de justesse. Donc c'est un manga encore hyper moderne qui passe à travers les époques grâce à sa justesse, au fait que l'autrice parvienne à éviter les clichés et les tropes du genre, à doser l'humour et à réaliser des combats hyper passionnants. Si vous voulez un avis complet sur l'ensemble des tomes, j'en avais fait une vidéo il y a déjà un petit temps, mais si ça vous intéresse, je vous la laisserai dans le petit i. Donc Fullmetal Alchemist, c'est un classique qu'il faut faire découvrir à tout le monde, qu'on aime ou non les mangas, je suis persuadée qu'on peut aimer Fullmetal Alchemist. Pour rester un peu dans l'univers du manga, je peux également vous proposer d'offrir l'intégrale de la duologie Quartier lointain de Jiro Taniguchi, publiée chez Casterman. On y raconte l'histoire d'un homme qui subit sa vie et son quotidien monotone et qui doit se rendre à un rendez-vous professionnel, mais ce dernier va se tromper de train et se retrouver dans sa ville natale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour lui puisqu'il va s'endormir sur la tombe de sa mère et lorsqu'il va se réveiller, il se retrouve propulsé dans son passé et plus spécifiquement lorsqu'il est âgé de 14 ans. Quartier lointain, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé découvrir. Elle est très douce, empreinte de mélancolie et de nostalgie et l'auteur parvient à toujours garder cette ambiance et ne tombe jamais dans des réflexions bateaux, dans des facilités scénaristiques qui permettraient aux personnages de vivre des happy ends forcés. En plus de cela, le style de Jiro Taniguchi se rapproche beaucoup de la bande dessinée franco-belge classique. C'est un peu sa marque de fabrique de transposer du franco-belge dans le format manga et ça fonctionne parfaitement. Surtout si vous aimez ce type de médium ou alors que vous n'êtes pas habitué à lire des mangas ou encore si vous n'aimez pas le trait caractéristique des œuvres de cette époque avec des visages assez surréalistes, des nez très petits voire carrément invisibles et des yeux grands comme des ballons de football. Je pourrais également vous conseiller de vous tourner vers la saga Le Sommet des Dieux qui parle d'alpinisme, mais il me semble que je vous parle un petit peu moins de Quartier lointain alors que c'est une œuvre que j'aime aussi beaucoup et qui mérite de se retrouver sous le sapin. Le dernier ouvrage illustré que je vous propose avant de passer à la catégorie suivante, ce sont les comics Avatar, le dernier maître de l'air, avec entre autres Brian Konietzko et Michael Dante Di Martino. Mais comme vous pouvez le constater, il y a plein d'autres noms inscrits sur la couverture et qui ont œuvré à la réalisation de ce projet, et tout ça est édité par Hachette. Dans ces comics, on suit les aventures de Aang, Katara, Sokka et Toph après la fin de la série animée,
Donc je vais pas en dire davantage pour éviter de spoiler toutes les personnes qui n'auraient pas vu ce dessin animé, mais sachez que je ne peux que vous encourager à jeter un coup d'œil parce que ça n'a pas pris une ride, c'est d'excellentes factures et en plus de ça, l'histoire a beau être destinée à un public plutôt jeune, ça n'en reste pas moins profond et universel. Et contrairement à l'adaptation en film et même l'adaptation en série Netflix, d'ailleurs je vous laisserai dans le petit i une vidéo de la chaîne Le Tropper qui résume à merveille tout ce qui s'est passé dans la première saison de la série Netflix et tout ce qui va et ne va pas. Eh bien, les comics sont réalisés par l'équipe qui est derrière le dessin animé original. Ça se sent et bon sang, ça fait du bien. Personnellement, j'ai grandi avec les dessins animés et j'ai toujours une affection toute particulière pour cette histoire que je revisionne de temps en temps. Donc, comme tous les fans, j'attendais d'avoir des nouvelles histoires de qualité, ce que je n'ai jusqu'alors pas eu. Et cette saga de comics contente largement mon souhait. Ça respecte l'esprit de la série puisqu'il y a pas mal d'humour, de moments légers et de vannes entre les personnages, mais ça parle aussi de sujets très importants et ça le fait encore une fois très bien. On parle notamment de tradition, de pouvoir, du passé et de l'impact que celui-ci peut avoir sur le futur, etc. Enfin, personnellement, je suis ravie qu'on m'ait mis ce comics entre les mains. Ça fait du bien de retrouver Avatar tel qu'il devrait être, de retrouver les héroïnes que j'admirais en étant enfant et tout cet univers si passionnant et si riche. La série compte 6 tomes et il me semble qu'elle est terminée. Si vous voulez mon avis, c'est un peu court, mais bon, je dis ça parce que je suis une fan du dessin animé et que quand on aime, on ne compte pas. Pour la seconde catégorie consacrée aux lecteurs et aux lectrices de l'imaginaire, j'avais envie de vous proposer l'intégrale de la trilogie Le Paris des Merveilles, écrit par Pierre Pével et publié chez Brajlon. Dans cette trilogie, nous suivons le personnage de Louis Denisard Hippolyte Griffon, un nom très long, qui se retrouve mêlé à une série de meurtres et de complots visant le royaume magique d'Ambremer, un monde qui existe en parallèle de celui de Paris et qui contient des sorciers, des fées, des dragons ou encore des chats ailés. Le Paris des Merveilles, c'est vraiment le titre idéal pour toutes les personnes qui aiment les univers qui mélangent le steampunk, les beaux costumes de la belle époque et la fantaisie. L'univers est foisonnant de détails et pour en avoir fait l'expérience, on ne peut que se plonger dedans encore et encore, si bien qu'en un clin d'œil, l'intégrale est terminée alors que c'est quand même un beau petit pavé de pas moins de 800 pages. C'est une lecture très addictive avec plein d'actions et de rebondissements et les personnages sont aussi très attachants et très chouettes à suivre, même si je dois quand même vous faire remarquer que l'auteur va pas mal s'attarder sur le physique de ses protagonistes féminines. Elles sont peut-être loin d'être de demoiselles en détresse, sans une once de cervelle, mais ça n'empêche qu'on les ramène pas mal à leurs belles jambes, leurs belles formes, etc. Et je sais que ça peut faire un petit peu grincer des dents. Néanmoins, je pense que ça peut être une très jolie découverte qui peut plaire à tous les lecteurs et lectrices d'imaginaire, et plus spécifiquement à toutes celles et ceux qui aiment l'imaginaire francophone. On va quitter le monde de la fantaisie et les mondes merveilleux pour un roman de science-fiction radicalement différent, à savoir Dans la forêt de Jean Eagleland et publié chez Gallmeister. Je vais passer très rapidement sur ce livre puisque j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers à plusieurs reprises, mais on est donc dans un univers dystopique où la civilisation telle que nous la connaissons s'est petit à petit effondrée. Il n'y a plus de pétrole, plus d'électricité, plus de réseau téléphonique et nous suivons donc le quotidien de Nell et Eva, deux sœurs qui vivent dans une forêt isolée au nord de la Californie. C'est un roman que j'ai adoré et je vous renvoie à la vidéo qui est indiquée dans le petit i si mon avis vous intéresse. Si je mentionne En la forêt, c'est parce que Gallmeister a sorti une sublime édition collector. D'ordinaire, je ne suis pas très friande des éditions collector, de cette frénésie qu'il y a autour à produire des livres toujours plus beaux pour susciter un besoin qui n'était pas forcément présent dans l'esprit du lecteur ou de la lectrice. Mais je pense que là, Gallmeister fait bien les choses puisque Dans la forêt, c'est un best-seller et ça ne me paraîtrait pas illogique qu'il soit considéré comme un futur classique de la littérature américaine. En plus, ça sort dans leur collection Totem, donc c'est un format poche, ce qui est toujours plus économique. Et en plus de ça, ça reste quand même assez sobre et c'est parfait pour les personnes qui aiment les beaux livres mais qui ne sont pas surchargés de détails et qui n'améliorent
en fait en rien l'expérience de lecture. Mais pour en revenir au roman, je pense que ça peut être une expérience de lecture qui peut plaire à beaucoup, qu'on lise beaucoup ou peu de science-fiction, d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait une suite qui devait paraître en début d'année 2025. Honnêtement, je sais pas si elle est nécessaire, mais je vous glisse quand même l'info au cas. Je poursuis avec un roman de fantasy animalière que j'ai adoré découvrir et que je conseille à tour de bras, Watership Down de Richard Adams, à retrouver aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Dans cette histoire, nous suivons Hazel, un lapin peu considéré dans sa garenne actuelle. Cependant, sa survie va être menacée et avec son frère et d'autres lapins de la garenne, ils vont fuir jusqu'à la colline de Watership Down. C'est un roman palpitant, riche et tellement intelligent, même si l'auteur dément le fait d'avoir voulu livrer un message politique dans ce récit, on a tout de même une critique des systèmes totalitaristes, le fait d'accepter les différences, etc. Le tout dans un univers qui a ses propres règles, sa propre cosmogonie. Le fait de suivre des lapins peut être un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude de lire de la fantaisie animalière, mais je peux vous assurer que vous allez vous attacher instantanément à ces petits animaux qui, malgré leurs nombreuses peurs, sont en fait tellement courageux. Pour moi, c'est le livre idéal à offrir pour toutes les personnes qui aiment les histoires épiques où il y a du danger, des batailles, un world building très bien travaillé, et l'éditeur a sorti une version du roman dans leur collection Monsieur Toussaint l'Aventure, et que je trouve personnellement très belle, même si je sais que ça ne correspond pas au goût de tous. Sinon, vous pouvez toujours vous procurer la version des grands animaux qui est bien plus sobre mais très élégante et qui saura faire son petit effet dans la bibliothèque. Et pour clôturer cette section, j'avais envie de vous parler de la trilogie À la croisée des mondes, écrite par Philippe Pullman et éditée chez Gallimard. On y suit le personnage de Lyra, une jeune fille vivant au Jordan College avec son ami dont j'ai oublié le prénom, mais ce dernier va un jour disparaître et Lyra va donc entamer un voyage vers le Grand Nord afin de le retrouver. J'ai résumé volontairement que le premier tome, mais il faut savoir que la quête que va poursuivre l'héroïne ne se retrouve pas qu'à retrouver son ami, bien au contraire. Au fil des tomes, on va découvrir un monde époustouflant, des personnages attachants et qui sortent clairement des stéréotypes. Rien que Lyra est tout sauf une héroïne conventionnelle. Elle est vive d'esprit, pleine de ressources, empathique, courageuse et n'hésite pas à se mettre en danger pour sauver les personnes qu'elle aime. Bref, on est très loin de la jeune fille passive et toute sage, et l'histoire est palpitante, riche et intemporelle. Je dois bien l'avouer qu'à certains moments, on se tire les cheveux pour bien comprendre et bien assimiler toutes les notions autour de la poussière, des démons, etc. Mais ça vaut vraiment la peine de fournir cet effort. Grâce à ça, on peut vraiment accéder à toutes les grilles de lecture qu'offre ce livre et voir que c'est bien plus qu'un récit d'aventure ou un simple parcours initiatique. C'est un de mes romans préférés et je pense que tout le monde doit découvrir ce classique de la littérature jeunesse. Je passe désormais à la catégorie des lectures plus contemporaines, même si je vais également y inclure de la romance ou encore du drame. Quoi qu'il en soit, le premier roman que je voulais vous recommander est Une belle vie de l'autrice Virginie Grimaldi, édité chez Flammarion. Une belle vie raconte l'histoire de deux sœurs, Agathe et Emma, qui se retrouvent pour une semaine de vacances au Pays Basque afin de vider la maison de leur grand-mère récemment décédée et pour renouer des liens puisque celles-ci ne se sont plus parlé depuis plusieurs années. C'était mon tout premier Virginie Grimaldi et je peux vous assurer que ce ne sera pas le dernier. Je vais pas m'étaler puisque le but de la vidéo c'est pas de vous faire un update lecture complet et détaillé, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce roman figurera dans la vidéo bilan de l'année et même dans la catégorie des coups de cœur. J'ai ri, j'ai pleuré, je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables et je comprends pourquoi cette autrice a tant de succès. Elle écrit des histoires qui peuvent parler à tout le monde, où tout le monde peut s'identifier soit à un personnage, soit à une problématique qu'elle décrit. Je trouve que Virginie Grimaldi, c'est une des rares autrices à avoir ce sens de l'universel et à savoir l'exploiter comme il faut. Je pense que ce roman peut contenter tout le monde, qu'on aime lire des centaines de livres par an ou alors un seul livre lors des vacances au bord de la piscine. Je suis persuadée que ça va parler à tout le monde et j'ai hâte de vous en reparler en détail dans une prochaine vidéo. Le prochain livre n'étonnera personne puisque je vais vous parler pour la 100e fois de l'incroyable Betty de Tiffany McDaniel à retrouver aux éditions Gallmeister. Betty raconte l'histoire de la mère de l'autrice, donc Betty Carpenter,
qui est la 6e enfant d'une fratrie de 8. Et Betty ressemble beaucoup à son père, qui est d'origine Cherokee, tandis que ses frères et sœurs ont pris les traits de leur mère, qui est blanche, ce qui va valoir à Betty beaucoup de moqueries, de discrimination et de remarques racistes, et on va suivre sa vie dans l'Amérique et plus spécifiquement dans l'Ohio des années 50 et 60. Je vous ai déjà parlé de mon amour profond pour ce roman, et par la suite du dernier ouvrage de l'autrice, Du côté sauvage, que je vous conseille aussi d'offrir pour les fêtes de fin d'année. Donc si vous voulez mon avis en long, en large et en travers, je vous laisserai regarder l'update lecture dans lequel j'en parle dans le petit i. Et si ça vous intéresse, vous trouverez aussi celui dans lequel je chronique Du côté sauvage. C'est un récit puissant, brut, qui ne peut que nous marquer profondément. Un peu plus tôt dans la vidéo, je disais de Dans la forêt qu'il serait un futur classique de la littérature américaine. Eh bien, je pense exactement la même chose de Betty. Quand on pensera à la littérature américaine, on aura Betty en tête, ça, je peux vous l'assurer. Cependant, je tiens à préciser que le roman traite quand même de sujets difficiles, qu'il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité, mais sincèrement, j'ai pas envie qu'on s'arrête à ça. Personnellement, j'ai dépassé mes a priori sur ce livre et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait. Bref, lisez et offrez Betty de Tiffany McDaniel. Si vous aimez les westerns, l'Amérique du 19e, voire du début du 20e, les paysages qui défient la perte de vue, alors il faut lire Personne ne gagne de Jack Black, publié par Monsieur Toussaint Louverture dans leur collection Les Grands Animaux. Personne ne gagne, c'est l'autobiographie du hors-la-loi et Yeg, c'est-à-dire très brièvement un ouvreur de coffre, Jack Black, de son vrai nom Thomas Callaghan, qui a vécu dans l'Ouest américain à la fin du 19e et début du 20e siècle et qui est décédé donc en 1932, probablement à la suite d'une bagarre qui aurait mal tourné, mais ça, on n'en sait pas plus. Et l'auteur nous raconte sa vie de bandit de grand chemin, comment il en est arrivé à prendre une voie aussi peu conventionnelle et comment, à la suite de différents emprisonnements, de plusieurs cures de désintoxication à l'opium, il en est venu à revenir vers une vie beaucoup plus rangée et bien plus traditionnelle. Pareil, je vous en avais parlé dans un précédent update lecture que je vous remettrai dans le petit i. C'est un roman très intéressant qui dépeint une époque qui a dû en faire rêver plus d'un. Mais au-delà d'un roman qui parle de l'Ouest américain et canadien, Jack Black parle aussi des conditions d'incarcération de l'époque, de sa vision de la justice, de ses différents coups, ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué et pour lesquels il a effectué une peine de prison, aussi ses différentes évasions, etc. Bref, la vie riche qui fut la sienne. Ce roman est passionnant, très bien écrit et terriblement visionnaire pour son époque. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tous et à toutes. Et si vous voulez une autre chronique parfaitement détaillée et qui vous donnera envie de vous jeter sur ce livre à coup sûr, je vous laisserai dans le petit i la vidéo quand j'avais fait Lemon June à l'époque. Et si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas de livre parce qu'il a déjà une pile à lire gargantuesque, mais que vous voulez quand même lui offrir quelque chose qui tourne autour des livres, vous pouvez toujours opter soit pour une pochette à livres. Personnellement, je sais qu'on n'a jamais assez de pochettes à livres et que selon les habitudes de lecture, on peut partir sur des pochettes pour des livres de poche ou alors plutôt pour des grands formats. Et si vous savez coudre, vous pouvez la réaliser vous-même, ça fera un très beau cadeau personnalisé. Vous pouvez également opter pour un coussin de lecture. J'en ai vu de très beaux sur le site Escale en bord de page et sachez que vous pouvez aussi trouver des pochettes à livres. Et si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez offrir une liseuse. Vous avez différents modèles sur le marché à différents prix et qui correspondront aux besoins et à l'utilisation de la personne. Personnellement, j'ai une Kobo Nia qui est assez basique mais qui correspond totalement à mes besoins et qui est vraiment utile lorsque je lis un pavé puisque ça m'évite de devoir transporter le livre et de me casser les poignets quand je le lis ou encore quand je lis un essai puisque avec la liseuse je peux prendre quelques petites notes. C'est aussi parfait quand je suis en vacances, quand j'ai des déplacements en train ou encore quand j'ai terminé un livre de la bibliothèque et que j'y retourne pas avant un petit moment. Je peux donc mettre un livre de ma pile à lire personnelle et avancer dans cette lecture plus facilement sans devoir prendre le livre avec moi. La liseuse offre un complément très intéressant et personnellement, même si mon utilisation de celle-ci est occasionnelle, je suis toujours ravie d'en avoir une sous la main.
Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que j'ai présentés et à me donner votre avis. N'hésitez pas également à donner quelques petits conseils de cadeaux pour les fêtes de fin d'année qui pourraient plaire aux lecteurs et aux lectrices. Je serai ravie d'échanger avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.